Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue. Merci d'être avec nous pour ce journal du mardi 3 février. Au sommaire ce soir, les personnels de direction des collèges et des lycées de Polynésie tirent la sonnette d'alarme. Ils s'insurgent contre leurs conditions de travail. Une enquête révèle que 98% du personnel travaille au-delà de la durée légale. Pour interpeller les autorités, une délégation nationale du syndicat majoritaire SNDP-EN-UNSA est sur le territoire. Son secrétaire national Olivier Beaufrère est notre invité. Nous tenterons de mieux comprendre la situation. Nous partirons également dans l'Hexagone où un budget a enfin été adopté à l'Assemblée nationale. Un budget qui comprend les aides allouées à la Polynésie. Parmi elles, 240 millions de francs dédiés à la lutte contre l'AIS. Les réactions ce soir de nos députés polynésiens. Enfin, Tahiti accueille les 3e Jeux scolaires des Tuamotu Gambier. 48 collégiens ont quitté leurs atolls pour vivre cet événement. Un événement autour du sport, du partage et de l'échange qui veut récompenser les élèves les plus méritants. Mais d'abord, on vous raconte cette histoire d'un sauvetage pas comme les autres. À Puna Aouya, sur la plage du PK18, dimanche dernier, un chien n'a pas hésité à secourir une touriste prise d'un malaise alors qu'elle se baignait. Kazou, 5 ans, c'est son nom, s'est rapidement jeté à l'eau, ce qui a permis à sa maîtresse de sauver in extremis la personne de la noyade. C'est donc une histoire d'un chien courageux. Elle nous est racontée par Nicolas Pérez. Si le chien est le meilleur ami de l'homme, alors Kazou en est l'incarnation. Cette petite setter anglaise âgée de 5 ans s'est illustrée ce dimanche matin au niveau du PK18 alors qu'elle se baladait sur le lagon avec sa maîtresse Axel, professeur de judo et adepte de padel. Ça faisait peut-être 20 minutes qu'on était sortis, qu'on ramait, et Kazou, des fois, elle saute du paddle et elle va faire sa petite balade. Mais elle revient toujours parce qu'elle a un très bon appel. Et là, je l'ai vue sauter et aller dans une direction opposée que j'allais. Alors je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle revient sur ses pas et vers la plage. Donc je commence à ramer très vite vers elle, je la récupère au bout d'un moment, je la porte, elle était très essoufflée. Et juste à côté, en fait, il y avait une dame qui était en train de faire un malaise, une crise d'angoisse dans l'eau, qui avait juste sa tête qui dépassait. Et en fait, j'ai compris après, bien après. Donc tout de suite, je suis allée apporter de l'aide à cette dame qui en avait besoin. Donc grâce au paddle, on a pu rapidement rejoindre la plage. Et tout va bien aujourd'hui, elle est hors de danger. Sans réfléchir, Axel prend le relais et hisse la personne sur son paddle, non sans difficulté. Elle a été très courageuse parce qu'elle a réussi à mettre ses pieds sur des coraux. Donc elle avait la tête qui dépassait, donc elle a réussi à avoir pied, mais pas très à l'aise, elle ne bougeait plus. Donc elle a réussi, elle a été très courageuse, hein, elle s'est posée comme ça, ne bougeait plus. Donc j'ai pu prendre appui avec les coraux, j'y arrivais pas, mais je l'ai portée avec le bras. Donc c'est vrai que bon, bah là, d'être prof de judo, ça a un petit peu aidé, on va dire. Après la dame, voilà, elle avait un petit gabarit, donc ça allait, hein, mais c'est vrai que si tu as quelqu'un qui est plus imposant que toi, je pense que ça aurait été plus compliqué, oui. Je ne me suis pas vraiment aperçue de ce qui se passait, c'est quand la dame m'a dit bah, vous m'avez sauvé la vie, et voilà, je ne pouvais plus, quoi, j'étais à bout de force. Ça, je me suis rendu compte, ah oui quand même, parce qu'on n'était pas très loin de la plage, mais le risque, le danger est partout et on se rend compte qu'il faut toujours être vigilant en fait, autour de soi. Ouais. Toujours. Et bah, voilà, c'est Kazou qui a sauvé la vie de cette dame, quoi, parce que c'est elle qui m'a menée jusqu'à cette dame en détresse, quoi, donc. Un acte héroïque dans la lignée de ses congénères. Forcément, je me suis beaucoup intéressée à cette race, cet air anglais. Et oui, des fois, ils peuvent être dressés pour, par exemple, le diabète, détecter le diabète. Comme ils ont pu sauver cette maison qui prenait feu et le setter anglais a réveillé toute la famille. Et je me dis, bah là, elle me l'a fait, quoi. Elle a eu cet instinct, quoi. Une matinée qui restera gravée dans la vie d'Axel et Kazou, qui tenaient à laisser un message à cette dame et ses proches. Je dirais à cette dame qui s'appelle Colette, je dirais qu'elle a été très courageuse. Elle a très très bien réagi et que franchement, chapeau, parce que c'est pas facile de réagir sans paniquer dans l'eau. Et elle a été très très forte. Voilà. Une rencontre avec Kazou, ça pourrait être sympa aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors aujourd'hui, elle est repartie en métropole. Voilà, elle était là pour les vacances. Mais voilà, quand j'ai dit que c'était ma chienne qui a dirigé, c'est vrai qu'elle était encore en état de choc. Donc je ne sais pas si elle s'est rendue vraiment compte. Et puis c'était pas le moment d'en reparler. Mais oui, c'est vrai que ça serait génial, ouais.
Voilà pour cette belle histoire qui se termine bien. Donc, on évoque à présent ce mal-être des personnels de direction des établissements scolaires. Au Fénois, ils tirent la sonnette d'alarme. Trop d'heures travaillées au-delà du temps légal, manque de personnel qualifié ou encore surcharges administratives. Le problème est tel qu'une délégation nationale a fait le déplacement pour ouvrir le dialogue avec le pays et l'État. On fait le point sur la situation avec Thomas Chabrol et Mérité Théato avant d'en parler avec notre invité. Ils sont proviseurs principaux ou adjoints et presque tous dépassent largement leur temps de travail. En Polynésie française, 98% des personnels de direction déclarent travailler au-delà de la durée légale et parfois jusqu'à 60 heures par semaine. Un chiffre issu d'un livre blanc réalisé fin 2024, début 2025 auprès de 52 chefs d'établissement des collèges et lycées publics. On a notamment les problématiques de manque de personnel dans pas mal d'établissements, manque de personnel qualifié. Souvent, un chef d'établissement, notamment dans les îles, doit s'improviser infirmier, psychologue, assistant social notamment. On a clairement des surcharges administratives à gérer, c'est ce qui ressort le plus. Au-delà de la charge de travail, c'est la relation avec la hiérarchie qui inquiète. La gestion de l'éducation partagée entre le pays et l'État est considérée comme un frein. Le livre blanc fait remonter un manque de confiance et une ingérence politique dans la vie des établissements. Le principal syndicat de la profession souhaite la mise en place d'une charte des pratiques de pilotage pour alléger les lourdeurs administratives et donner aussi plus d'autonomie aux établissements. En effet, donc pouvoir à partir de là engager un dialogue concret, constructif et qui fait vraiment avancer les problématiques, en passant par une meilleure prise en compte effectivement de notre réalité de travail sur le terrain. Autre revendication, la création d'un compte épargne-temps pour permettre de récupérer ou capitaliser les jours de repos non pris et la garantie de la protection fonctionnelle en cas d'agression ou de mise en cause. En tout cas, au niveau de l'institution, la DG2E, sur le compte épargne-temps, sur la protection fonctionnelle est plutôt en phase avec les personnels de direction. Maintenant, il y a des lourdeurs. Je rappelle, on dépend aussi de l'administration du pays sur laquelle on est mis à disposition. Autre point évoqué dans ce livre blanc, la dégradation des bâtiments plus ou moins importante selon les établissements et les îles. Avec ce document, les chefs d'établissement adressent un message clair aux autorités éducatives. Pour assurer la réussite des élèves, il faut aussi préserver ceux qui pilotent les collèges et les lycées. Voilà, Olivier Beaufrère, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous êtes donc le secrétaire national du syndicat majoritaire SNDP-EN-UNSA, le syndicat des personnels de direction. Expliquez-nous tout d'abord les missions plus concrètement de ce syndicat. Alors nous sommes le SNPDEN et lié à l'UNSA, notre fédération, nous avons une vision qui permet de défendre nos adhérents. Nous avons une entrée qui est toujours pragmatique et nous voulons toujours être force de proposition, aller vers l'avant, c'est ce qui nous semble très important. Et vous êtes donc au Fénois pour gérer cette situation de crise un peu que vit le personnel de direction des collèges et des lycées de Polynésie. 2 rencontres ont eu lieu aujourd'hui, l'une avec l'État, l'autre avec le pays. Qu'en est-il ressorti? Alors nous avons hier rencontré Monsieur le Président. Également hier avec ce matin le vice-recteur et cet après-midi le ministre de l'Éducation et la ministre de la Fonction publique, ce qui pour nous était très important. Nous avons d'abord un regard très positif sur ce qui se passe sur le territoire, sur les très belles réussites des élèves, des enseignants, donc il ne faut pas l'oublier dans nos propos. Maintenant, nos collègues du territoire tirent le signal d'alarme. Ce sont aussi des problématiques que nous avons au niveau national, à savoir que nous avons de plus en plus de missions et nous avons également un gros souci au niveau des ressources humaines et souvent des postes découverts. Et donc nous faisons plusieurs métiers à la fois, ce qui effectivement occasionne une tension. Et la tension se situe aussi entre le pays et l'État finalement dans ce dossier. Qui gère quoi, qui paye quoi? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le fond de ce dossier? Alors, sans expliquer sur les revendications que nous avions la revendication de la protection fonctionnelle et nos audiences des 2 journées nous laissent penser que le dossier serait sur le point d'avancer, d'aboutir. Aujourd'hui, il resterait juste une
en suspension le qui paye finalement dans le cas de la mise en œuvre de la fonction de la prévention. Il n'y a pas eu d'avancée sur ce sujet. Si, avancée. On se rend compte que effectivement nos deux structures sont en train de se rendre compte qu'il faut le faire à tout prix. Nous poussons également pour que les chefs d'établissement soient également accompagnés. Il n'y a pas que la notion de qui paye quoi, il y a aussi la notion sur ces situations de tension d'un accompagnement réel des deux structures. Et c'est ce que nous avons travaillé. La protection fonctionnelle, finalement, c'est la prise en charge de la défense du personnel en cas de mise en cause tout à son encontre. En France, elle est gérée par l'État. Oui. Au Fénois, finalement, c'est un peu flou. C'est un peu flou, mais on est sur le point d'aboutir. Donc on va laisser finalement les deux structures travailler ensemble, mais on se rend compte qu'on est sur un élément où seule peut-être une question au Conseil d'État pourrait permettre de trancher, mais on a vraiment senti cet après-midi... Vous pourriez faire appel au Conseil d'État pour trancher sur cette question. On pourrait, mais peut-être également que le gouvernement pourrait s'en saisir. Voilà, on est sur ce point, mais on se rend compte qu'il y a une véritable avancée. Et les discussions sont en cours. Autre point soulevé par le personnel de direction, les heures à rallonge. 98% d'entre eux déclarent travailler au-delà du temps légal. Le problème vient du manque de personnel finalement. Peut-être des charges qui s'accumulent. On peut être parfois sur une double saisie, une double entrée, une saisie sur une entrée numérique et une transmission encore papier. Donc il faut vraiment progresser à ce niveau-là. Il y a également une multitude de charges. Il ne faut pas non plus oublier que les chefs d'établissement ne sont pas que présents sur les temps d'ouverture de l'établissement. Ils peuvent être là le week-end, les vacances, sur les nuitées, sur les temps d'internat. Donc ça reste vraiment un temps où les chefs d'établissement sont vraiment toujours très sollicités. Certains sont même parfois font office d'infirmiers. Je parle notamment dans les îles. On peut tout à fait compenser des missions. On peut aussi avoir des difficultés sur la partie financière. On peut avoir du personnel qui est en arrêt, qui n'est pas remplacé immédiatement. Et donc c'est là où la tension, la crispation peut effectivement se mettre en place. Et vous proposez la création d'un compte épargne-temps. Que va-t-il permettre plus exactement ? Le compte épargne-temps permet de prendre en compte les horaires qui ont été dépassés et c'est plutôt une forme de capital. Très souvent, nos collègues font valoir ce capital, par exemple, au moment d'un départ en retraite. Ce que nous avons mis en avant aujourd'hui dans nos entretiens, c'est qu'effectivement, ce n'est pas du tout le territoire qui portera, mais plutôt les académies nationales en retour, lorsque le chef d'établissement fera comptabiliser l'ensemble des heures qu'il a fait en plus. Donc le dossier a avancé du moins sur ce point. Le dossier avance sur les 2 points. Les surcharges administratives sont aussi liées finalement à ce problème d'heures de travail ? C'est surtout l'amplitude. La journée commence très tôt, vous avez l'encadrement du personnel technique, vous avez l'accueil des élèves qui peuvent arriver par le transport scolaire sur des distances assez importantes, vous avez les internats qui sollicitent, vous avez les réunions post-journée de travail, et puis vous avez toutes les sollicitations qui peuvent avoir lieu également le soir, le week-end. Enfin, je veux dire, on est toujours réactif sur nos téléphones portables, prêts à réagir. Donc c'est vrai que ça fait une vraie surcharge sur le temps global de travail. Et pour cela, vous proposez la création d'une charte des pratiques de pilotage pour alléger donc les lourdeurs administratives. Alors, nous avons aussi bon espoir avec l'arrivée de monsieur le vice-recteur, avec peut-être une entente entre les différentes administrations et puis la DGE par exemple, se dire qu'effectivement on va travailler. L'idée, ça serait vraiment d'être force de proposition sur un groupe de travail qui arriverait sur la mise en œuvre effectivement de cette charte. Et l'idée, c'est aussi de réinstaurer un dialogue, parce qu'on sent que finalement entre le pays, l'État, les personnels de direction, il y a quand même, il n'y a pas beaucoup d'harmonie du moins. On a commencé à se reparler, je pense que c'est très très important. Nous, ce qu'on constate également, parce que c'est un peu facile, on nous dit vous venez du national, vous repartez. Non, en réalité, on perçoit dans les premiers établissements qu'on a visités des vraies forces de proposition, des élèves motivés, des enseignants qui sont vraiment porteurs, des équipes techniques qui sont très présentes. On a parlé très rapidement du bâti. C'est vrai que le bâti peut, dans certains cas, être en difficulté. Nous, ce qu'on veut vraiment mettre également en avant, c'est la réussite des élèves. Et on voudrait faire que la Polynésie française devienne peut-être, dans le cadre de l'école de demain, un territoire d'innovation, de la confiance, du partage, mais également que les expériences qui peuvent avoir lieu en Polynésie française, par exemple des projets de section internationale, des regroupements de cycles sur certaines îles avec des écoles, des collèges, l'église ou des collèges et des lycées, et bien faire que ce qui se passe, ce soit aussi un exemple pour la métropole et l'éducation nationale. Et c'était le mot de la fin. Merci beaucoup, Merci Olivier Beaufrère, d'avoir été notre invité ce soir. Merci.
À Moorea, maintenant, ce matin, une partie des habitants ont dû subir à nouveau une coupure d'électricité. Une demi-heure pour les plus chanceux et jusqu'à 2 heures pour les autres. La coupure a concerné les administrés de Vaiare et Pihaena. L'EPIC de Itorou no Moorea en charge du réseau électrique est rapidement intervenu pour rétablir l'alimentation et localiser l'incident. Mais il aura fallu l'intervention simultanée de 3 équipes techniques pour sécuriser le réseau. François Pierson, le directeur général de l'EPIC, évoque plusieurs motifs à cette panne. On l'écoute au micro de Veitiare Perer. Il y a plusieurs cas qui sont récurrents depuis un certain nombre d'années maintenant. Il y a beaucoup d'installations solaires qui sont raccordées sans autorisation. Donc on a identifié pratiquement plus de 800 installations non déclarées. Donc le solaire perturbe le fonctionnement réseau. Ça peut permettre d'avoir des surtensions au voisinage de certains farés et également ça peut créer des perturbations sur le réseau et des déclenchements. Ça, c'est un des motifs. C'est à peu près 20-25% des pannes. L'autre problématique, ce sont les travaux. Nous avons beaucoup, Moorea est très dynamique, il y a beaucoup d'activités, beaucoup de travaux. On l'a vu que ce soit sur le réseau actuel, le réseau d'éclairage public. Nous avons aussi beaucoup de travaux, surtout sur des gros consommateurs. Et ben, les travaux, lorsqu'ils sont au voisinage du réseau, peuvent entraîner des déclenchements. Donc c'est là-dessus que nous investiguons encore aujourd'hui et demain pour savoir réellement d'où vient le problème. Et des investigations se poursuivent donc afin de déterminer précisément l'origine de la panne et éviter de nouveaux incidents. Sordide affaire maintenant au tribunal correctionnel ce matin. Un couple a été condamné pour de graves maltraitances sur son bébé âgé de 4 mois. Côte cassée, fracture des jambes et du crâne. L'enfant a vécu un véritable supplice. La mère a été condamnée à 1 an de prison ferme avec obligation de soins. Le père, lui, a 4 ans ferme. Son autorité parentale lui a été retirée. Et cette autre information, en bref, également, nouvelle saisie majeure de cocaïne dans nos eaux. Nous vous le révélions à la mi-journée sur notre site internet TNTV News. Un navire a été intercepté par la marine et la douane. La quantité de drogue est importante et les fouilles durent depuis 4 jours sans être encore achevées. Un renseignement obtenu par la DEA américaine a permis cet arraisonnement. En politique, maintenant, après plusieurs motions de censure, la France a enfin un budget. Il a été adopté hier à l'Assemblée nationale. Parmi les aides octroyées à la Polynésie, 240 millions de francs seront dédiés à la lutte contre l'AIS. Une grande avancée pour nos députés polynésiens. Ils s'expriment dans ce reportage de Julien Panafieux. Le projet de loi de finances pour 2026 est considéré comme adopté. Après de longs débats, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi de finances 2026 avec une enveloppe dédiée à la lutte contre l'AIS. L'urgence de mettre fin à ce trafic a donc été entendue par l'État français et Naïma Mouchou, la ministre des Outre-mer. Une victoire pour les élus polynésiens. Nous avions besoin de moyens. Je pense que tous les parlementaires polynésiens, pendant les débats sur la loi de finances, ont plaidé pour avoir cette aide financière de l'État, c'est chose faite. Pour la députée Nicole Sanker, cette enveloppe doit permettre de changer d'échelle dans la lutte contre l'AIS en renforçant la prévention, mais aussi l'accompagnement des personnes dépendantes, souvent livrées à elles-mêmes. Alors c'est vrai que cette aide financière pourrait aider les associations investies dans la lutte contre les addictions, mais personnellement c'était aussi un apport financier pour penser à une structure d'accueil de désintoxication, parce que c'est vraiment le maillon qui manque en Polynésie française. Un constat partagé par le député Moerani Frebo, pour qui le problème du trafic doit être pris en compte dans le contexte social actuel de la Polynésie. Je pense aussi que là, c'est un symptôme au final. On pourra lutter comme on veut, mais si on ne crée pas de l'emploi pour cette jeunesse qui est un peu en perdition en Polynésie, forcément ils vont se tourner vers ces démons-là. À partir du moment où on a une activité, un toit, une famille et un emploi, c'est plus simple quand même de se détacher de ce fléau. Tout s'accélère dans le combat contre l'AIS, la loi narcotrafic promulguée en juin dernier, le projet de loi relatif à l'extension des prérogatives des polices municipales, ce nouveau budget. Dernièrement, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, s'est même engagé à ce que les bénéfices des saisies soient reversés aux associations polynésiennes luttant contre ce fléau. Pour dire qu'en effet la Polynésie puisse bénéficier des fonds d'Amildeca, donc nous modifierons cela pour écoutez monsieur le sénateur Tevarofrich notamment. Avec ces nouveaux moyens et la mobilisation des parlementaires, l'État français affiche sa volonté d'intensifier la lutte contre l'AIS au Fénois.
Voilà, en politique, toujours cette échéance importante qui approche pour nous en Polynésie. Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars prochains. C'est le moment d'ouvrir notre page spéciale. Dans un peu plus d'un mois maintenant, nous devrons nous rendre aux urnes donc pour élire les conseillers municipaux pour 6 ans. Un enjeu de taille pour la population qui devra faire son choix. À Tayarapu-Est, les administrés ont déjà listé leurs volontés et elles sont nombreuses. Davidson Bennett est allé à leur rencontre. Les attentes des habitants sont claires. Ils veulent des équipes capables d'anticiper l'avenir. À la presqu'île, la population parle d'abord développement et organisation du territoire. Il va y avoir une pression démographique forcément, une réorganisation certainement, et du territoire, et peut-être aussi des enjeux sociaux, parce qu'il y aura une pression démographique également. Donc tout ça sera des réalités avec des projets concrètement qu'il faudra proposer. Car avec la décentralisation annoncée des services, la presqu'île pourrait attirer de nouveaux habitants. Et déjà, un problème revient dans toutes les bouches, le trafic. C'est très compliqué de se rendre en ville, travailler en ville. Et donc, je ne pense pas que ce soit possible aujourd'hui de construire de nouvelles routes ou de nouvelles infrastructures. Et donc, du coup, je pense que... Créer de l'activité sur place, limiter les déplacements domicile-travail pour de nombreux habitants, c'est l'un des enjeux majeurs de ces municipales. Autre priorité, l'eau potable, un dossier repoussé plusieurs fois et que beaucoup veulent désormais voir aboutir. En 2026, on devrait avoir tous de l'eau potable, et partout. Et c'est vrai que c'est un chantier. Je sais qu'il a été reporté il n'y a pas longtemps encore, qu'il y avait une date d'échéance et que ça a été reporté. Et ça, je pense que ça devrait être numéro 1 dans toutes les communes, parce que l'eau potable, c'est absolument vital. Aménagement, parc public, espace pour les familles et les sportifs, le cadre de vie est aussi au centre des attentes. On parle beaucoup des parcs pour les enfants, etc. Je sais qu'il y a un gros chantier à venir, mais je pense que c'est hyper important, parce qu'à la presqu'île, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Pour toutes les familles, pour les familles, les enfants ou même les joggeurs. Et puis une préoccupation traverse toutes les générations, la jeunesse, prévention, écoute, lieu dédié. Les habitants demandent des actions concrètes. De donner aussi des lieux pour s'amuser. Hein. On voit en ce moment à Faoné, au Plat de Choix, donc voilà, demander au maire un lieu pour les jeunes. Emploi local, eau potable, infrastructure, jeunesse, le message est envoyé aux candidats désormais de transformer ces attentes en programme et demain en réalisation. Et peut-être que certains d'entre vous devront donner procuration lors de ces élections municipales. Mais donner l'autorisation à une personne de voter à votre place requiert des conditions. Écoutez à ce propos Corinne Curie, directrice de la réglementation et des affaires juridiques au Haut-Commissariat. Elle répond à Nicolas Pérez et Rarahu Mahacheong. Pour donner procuration, déjà, il faut que votre mandataire soit inscrit sur une liste électorale. Et il ne faut pas oublier qu'il devra aller voter dans votre bureau de vote. Donc ne choisissez pas quelqu'un qui habite à 800 km de votre bureau de vote, sinon ça va être un peu compliqué pour lui. Ensuite, il faut aussi justifier que vous êtes vous inscrit sur la liste électorale, donc il y a quand même des vérifications à faire. De préférence, prenez-vous-y à l'avance. Même si on peut le faire jusqu'au dernier jour, parce que vous n'avez pas la garantie que les services de police ou de gendarmerie auront le temps de transmettre votre procuration à la mairie. Et dans ces cas-là, si la mairie ne l'a pas reçue, même si vous avez votre récépissé, vous ne pourrez pas voter. Et on reviendra plus longuement demain dans nos journaux sur ce système de procuration. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur les élections municipales. On referme notre page spéciale. Ils ont quitté le calme de leurs atolls pour l'effervescence de la capitale. 48 collégiens des Tuamotu-Gambier sont actuellement à Tahiti. Ils participent aux Jeux scolaires, un événement permettant à des élèves méritants de découvrir des infrastructures de haut niveau. Veimi Tierlo et Tauhiti Tauniwamusan ont passé une matinée à leur côté. Quitter la chaleur des atolls pour les salles spécialisées de la capitale. Pour ces 48 collégiens des Tuamotu et des Gambier, l'aventure a commencé hier. Ici, à la Fédération de tennis de table, les conseils techniques des professeurs se mêlent à l'excitation de la compétition. Service réglementaire, faute, main sur la table. D'avoir un service réglementaire et déjà,
et après prendre du plaisir. On s'amuse, on est là pour s'amuser. On est là pour faire des rencontres, pour partager avec les autres délégations des moments intéressants pour plus tard. Lancés il y a 3 ans, ces Jeux scolaires sont une promesse tenue, offrir les mêmes chances aux archipels les plus éloignés. Un marathon de 4 jours à travers 6 disciplines, de l'ultimate au beach soccer. Nous, pour certains jeunes, c'est la seule compétition sportive qu'ils vont vivre dans toute leur scolarité au collège. Donc c'est un moment fort pour eux de pouvoir se retrouver avec d'autres jeunes sur Tahiti, découvrir autre chose et de participer à une compétition sportive. Pour ces champions en herbe, le contraste est saisissant. Loin du système D et des installations de fortune, ils découvrent des conditions de jeu optimales. Ici, c'est des tables neuves. Je joue dans une salle à Londres, mais chez nous, c'est en ciment. Il y en a des trous et on joue sous le soleil. Si le trophée est dans toutes les têtes, c'est surtout l'esprit de famille qui l'emporte. Une semaine de vie commune à Tahiti avant un retour dans les îles chargées de souvenirs. Et là aussi pour s'amuser, mais aussi on est vraiment là pour se gagner et ramener la coupe à la maison. Et c'est avec nos jeunes des Tuamotu Gambier qu'on referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Juste après, retrouvez Ramzi Malouki depuis Hollywood pour un nouveau numéro de Ciné Nuit. Et enfin, ce sera suivi de 2 nouveaux épisodes de la série MacGyver. Excellente soirée sur Tahiti Nui Télévision. À demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.